l'artiste, l'acteur culturel, il est un régulateur social, mais ensuite il a cette capacité de nous poser les véritables, de nous faire poser les véritables questions. Il est aussi capable de nous donner, ou bien de donner un sens aux actes que nous posons dans la vie de tous les jours. Mais en termes de rétribution, et c'est lui que la société, disons, rétribue le moins. Mais s'il en est ainsi, il y a aussi une part de ces acteurs-là qui, jusqu'ici, n'ont pas compris qu'il ne s'agit pas seulement du divertissement. Certes, le divertissement y est et c'est important, mais il ne s'agit pas seulement que de divertissement, mais il s'agit aussi de business, il s'agit de métier, il s'agit de profession, il s'agit de structuration, etc. Donc, moi, ma conviction reste de voir qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir manager la carrière des artistes et des créateurs comme on manage la carrière d'un Lionel Messi, par exemple. Ouais, avec un plan de carrière, avec des activités très chiffrées, etc. Le préalable pour l'hypothèse de base serait que cet artiste-là, individuellement, soit pris comme une personne sérieuse, qu'on cesse de marginaliser cet artiste-là et qu'on cesse de le prendre pour moins que rien. Il y a des préalables. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Au Sénégal, on a un artiste, souvent je le dis, un gars comme Souleymane Faye, l'artiste musicien comme Souleymane Faye, il a manqué d'encadrement. Et là, on a perdu une pépite. Parce que voilà un gars qui peut te chanter sur n'importe quelle gamme. Génial, je l'appelle le Jacques Brel sénégalais. Il est très bien. Voilà un monsieur qui est un diseur de vérité toute simple. Voilà quelqu'un qui est éminemment un philosophe. Mais malheureusement, nous l'avons laissé se disperser à telle enseigne que pratiquement, il n'a pas eu beaucoup de temps pour se consacrer à ce qu'il fait, c'est faire le plus et le mieux, c'est la créativité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le cabinet aurait pris ce monsieur-là, lui gérer, organiser sa vie, pour lui permettre de ne s'occuper et de ne faire que de la création, de l'inspiration, on aurait pu avoir un artiste à dimension mondiale. Oui, alors c'est ce que vous dites. Justement, aujourd'hui, nous devons éviter ces genres de choses-là qui, à mon avis, sont quelque part ce que j'appelle des destructions de valeurs. Oui, du gâchis. Alors, ce que vous dites là, c'est-à-dire, ce serait bien que les artistes soient pris en charge par des organisations, par des structures, et qui les aident à gérer leur carrière professionnelle, pour qu'ils soient au maximum dans leur métier de création. C'est ça que vous dites. Oui, c'est ça que je dis. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un créateur qui est à un niveau local. Et c'est la structuration et les structures d'accompagnement et tous ces métiers qui sont annexes et connexes autour de lui qui vont lui permettre de quitter le niveau local pour avoir un niveau national. Et ce sont les mêmes structures-là qui vont l'accompagner pour qu'il quitte le niveau national pour avoir un niveau sous-régional. Du niveau sous-régional à un niveau régional, du niveau régional à un niveau international. Donc, il y a c'est ce que j'appelle le plan de carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des artistes au Sénégal. Je prends un gars comme Khalidou Kassé, artiste peintre. Excellent. Lui, il a un niveau continental. Mais une certaine situation devait lui permettre d'attaquer les marchés mondiaux, d'avoir une certaine présence à travers les 300 biennales qui sont organisées en Europe, les centaines qui sont organisées en Amérique du Nord, en Asie, etc., pour qu'il ait une certaine présence sur les marchés mondiaux et une meilleure visibilité sur les marchés mondiaux. Donc, à chaque échelle, vous pouvez avoir des créateurs dans n'importe quel domaine différent à qui il manque un peu cette structuration qui puisse l'accompagner pour faire du lobbying, pour faire du conseil en management, pour faire de la communication, du marketing, pour pouvoir lui avoir un statut international. Parce que d'ici, quand vous devez vous occuper de votre création, vous n'avez pas pratiquement le temps, ni le métier, ni l'expertise pour aller faire du lobbying, pour aller faire du marketing, pour aller faire... Alors, pour un gars comme Khalidou Kassé, qui est mon peintre préféré, Khalidou Kassé, par exemple, s'il expose dans une galerie internationale, est-ce que cela lui donne pour autant une dimension internationale? Quand un chanteur sénégalais va se produire dans n'importe quelle boîte de nuit parisienne, est-ce que cela lui donne pour autant une dimension internationale? Je ne parle pas du cas de Youssou qui est bon, mais par exemple les autres, si l'un d'eux va se produire dans une boîte parisienne,
ou française, peu importe, européenne, est-ce que cela lui donne pour autant cette dimension internationale que vous évoquez? Ah oui, absolument. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la dernière biennale de Venise, il y avait ce qu'on appelle le pavillon africain. Mais dans ce pavillon africain, imaginez un Kalidou Kassé puisse exposer ses œuvres dans ce pavillon africain. Vous avez la presse mondiale internationale. C'est donc à force de pouvoir être présent dans les biennales en Asie, de pouvoir faire la une des presses, de pouvoir être dans l'actualité mondiale des arts et cultures, c'est ça qui va te donner un statut international. Ça veut dire que dès que vous n'êtes pas visible à un certain niveau, dans le métier, on ne vous parle pas d'artistes internationaux. Parce que la présence que vous avez quand vous exposez à Venise, la présence que vous avez quand vous exposez en Asie, la présence que vous avez quand vous exposez en Amérique du Nord, fait que votre cote de popularité et votre cote tout court commence à grimper au niveau des collectionneurs, au niveau des marchands d'art, etc. Parce que voilà, vous commencez à vous faire une réputation et un renom. Donc maintenant, le constat que l'on regarde ici au Sénégal, c'est qu'on est à l'ère des initiatives privées et individuelles. Et comme le disait Cheikh Hamidou Kane dans l'aventure ambiguë, l'ère des destinées individuelles est révolue. Et si nous voulons, et que si nos acteurs culturels veulent véritablement avoir de la place sur le marché mondial, il va falloir dégager une stratégie collective dans laquelle de cette stratégie collective, chacun peut avoir une stratégie individuelle. Mais il faut que les stratégies individuelles puissent être portées par une stratégie collective. C'est pour ça que vous dites qu'il n'y a que 2 ou 3 artistes qui s'en sortent véritablement et tout le reste, ils ne voient que du noir, parce qu'on n'a pas aujourd'hui une stratégie globale et à partir de laquelle on fait de l'alignement stratégique pour les petits acteurs. Et puis ma question que je précise, tout le reste dont vous parlez, hormis ces 3 qui se sont imposés sur le plan international, tout le reste, si l'un d'eux parvient à les jouer dans une boîte n'importe où en Europe, cela n'en fait pas pour autant un artiste international. Non, non, pas international, mais quand même ça lui permet de se faire petit à petit un nom. Très bien. Parce que là, au moins, s'il sera en présence de la presse mondiale, presse internationale, les collectionneurs vont s'intéresser à son œuvre, les marchands d'art, les galeristes vont commencer à s'intéresser à son œuvre, et c'est à ce moment-là qu'il parvient à établir un carnet d'adresses, c'est à ce moment-là qu'il parvient à faire son réseau qui va lui permettre de pouvoir être présent dans les... Alors, cette valorisation du statut de l'artiste dont on parle, dont vous parlez, que vous préconisez, alors, au-delà de l'action du mécénat, qu'on n'a même pas évoqué, mais qui est une prise en charge de l'artiste assez particulière, vous semblez quand même revisiter un peu cette idée du président Senghor, qui est artiste quand même, qui mettait l'homme au début et à la fin du développement. C'est un peu cela. Il faut donner de la valeur à l'artiste en tant qu'individu, pour pouvoir donner de la valeur à toute son action, toute sa production, parce que vous achetez même que la culture pourrait aider à humaniser l'économie de marché. Vous savez, Senghor avait dit à l'époque que c'est la culture qui va sauver l'Afrique. Maintenant, ça c'était une vérité à une époque donnée. Et si il nous est permis de faire une relecture de Senghor à travers les grilles, les yeux de la modernité, et dans une perspective d'interculturalité ou d'intertextualité, on aurait pu dire que c'est la culture qui va humaniser l'économie de marché. Pourquoi? Parce que nous sommes en face d'un business model de l'économie libérale globalisée qui fait que c'est un monde dominé et bâti sur la compétition et la performance. Et ce sont la culture qui, au-delà de cette notion de performance et de compétitivité, va inoculer ce qu'on appelle l'épanouissement pour que les gens puissent pouvoir vivre à leurs yeux une vie qui a de la valeur et du sens. Vous savez, nous sommes dans un monde économique dont le business model est bâti sur l'accaparement et l'acquisition. Et c'est la culture qui va nous amener, au-delà de l'accaparement et de l'acquisition, d'aller vers une société de solidarité et de partage. Oui, parce que c'est la culture qui va nous permettre, à côté de la conquête des biens et des parts de marché des territoires, d'aller vers ce qu'on appelle une conquête des liens. Et c'est la culture, à travers la culture, qui nous permet de créer ce qu'on appelle l'espéranto. C'est à partir de la culture que nous pouvons créer et bâtir des espérances collectives. Parce que, fondamentalement, plus que on avance dans la mondialisation, plus que les hommes ont besoin de repères de proximité et d'ancrage. Et c'est la culture qui porte véritablement ces repères d'ancrage et de proximité pour l'individu.
Parce que finalement, l'homme économique, l'homo economicus, lui là c'est un homme mondial et mondialisé. Mais l'homme socialiste, ça veut dire que l'homme social, dans sa capacité de vivre avec les autres, dans ses rapports à soi, à nous et aux autres, lui là il est éminemment local et il est maintenant localisé. Et c'est la culture qui lui donne tous les ressorts possibles pour pouvoir mieux se positionner dans la mondialisation qui, en définitive, est à la fois totalité et morcellement. Voilà. Là, Siré Sy, vous faites vraiment un véritable plaidoyer pour l'homme créateur d'œuvres d'art. Et on voit que là, vous êtes sur le même tempo que Senghor, qui insiste, qui parle de la primauté de la culture. Ah oui, alors, mais est-ce que le Bureau sénégalais des droits d'auteur, le BSDA, ancienne BSDA, qui est devenu la Société de gestion collective, alors, est-ce que ce bureau, dans sa forme actuelle, pourrait jouer un rôle déterminant dans la promotion de l'artiste et à l'intégration aussi du marché mondial? Ah oui, absolument, parce qu'au moins, ma lecture de cette société de gestion collective est une lecture de début de structuration de ce qu'on pourrait appeler les industries culturelles au Sénégal. Même si une certaine euphorie des musiciens pourrait laisser entendre que c'est une société qui va le plus profiter au secteur de la musique, mais c'est une société qui prend en charge tout le secteur des industries culturelles dans leur transversalité. Donc j'allais dire qu'il y a énormément de sous-secteurs au niveau des industries culturelles. Mais moi je vois deux types je peux faire deux liens par rapport à ces sociétés. Le premier lien, il est un lien institutionnel. Ça veut dire qu'à travers la société de gestion collective, le Sénégal peut renégocier une meilleure position, un meilleur retour sur image au niveau des marchés mondiaux à travers ce qu'on appelle les industries culturelles. Comme on en a dit aujourd'hui, les industries culturelles restent et demeurent le produit manufacturé en termes de biens et services le plus fini et qui nous donne énormément de satisfaction sur les marchés mondiaux. Et la problématique que nous avons soulevée tantôt, ça veut dire que comment accompagner les créateurs qui ont un niveau local pour qu'ils aient un niveau national, pour que celui qui a un niveau national puisse avoir un niveau sous-régional, pour que celui-là qui a un niveau sous-régional pour avoir un niveau régional jusqu'au niveau international. Et je pense que c'est la société de gestion collective qui devrait pouvoir accompagner et structurer les artistes pour qu'ils se développent en épaisseur, en gamme, et pour qu'ils montent en puissance. Et d'ailleurs, c'est à mon avis, ce secteur-là, cette société-là qui, après avoir dégagé le cap stratégique, va permettre à l'éclosion d'une véritable industrie culturelle avec l'avènement des micro-entités de PME, PMI qui vont développer des métiers qui sont annexes à la métier de créativité, etc. Et c'est ça qui fera qu'on va avoir un tissu plus ou moins dense de PME et de PMI dans le domaine des secteurs culturels. Alors cette société de gestion collective, ancien Bureau sénégalais des droits d'auteur, pourrait donc vraiment aider à donner une meilleure visibilité aux artistes sur tous les plans. Sur tous les plans, parce que ça fait partie de sa vocation, de son rôle. De son rôle, parce que quand vous dites Bureau sénégalais des droits d'auteur, on est dans une approche passive. L'approche passive voudrait dire que voilà, on va aller récolter ou collecter les droits des Sénégalais. Maintenant, dans la perspective d'une société de gestion, on est dans la proactivité. On est proactive. Ça veut dire qu'au-delà d'aller collecter et de défendre les intérêts moraux et matériels et financiers des artistes, mais aussi on les ouvre des brèches. Très bien. On les ouvre des possibilités. On les montre la voie pour pouvoir atteindre véritablement les marchés mondiaux en développant toute une infrastructure, en développant tout un écosystème autour de l'entreprise qui fait qu'aujourd'hui, le créateur va développer suffisamment un budget pour se consacrer sur ce qu'il sait faire le mieux et le plus, voilà. C'est la créativité. Très bien, il nous reste 5 minutes, on va reparler de la Biennale. Ah, oui. On va sortir par où on était rentré, et dans cette émission-là. Alors, cette 11e édition, c'est une édition qui est marquée par la rupture, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, est-ce vraiment cette Biennale, comment peut-on analyser brièvement cette rupture, si elle existe, deuxièmement, proclamée en tout cas. Deuxièmement, est-ce que c'est vraiment cette Biennale, la 11e, a vraiment permis un retour vers l'art africain contemporain véritablement, comme on l'a dit? Ah oui,
moi je suis de ceux qui disent que cette biennale est une biennale de rupture. D'ailleurs, je vais vous donner quelques indicateurs qui pouvaient nous aider à comprendre cela. D'ailleurs, c'est la première fois que la biennale est reçue en termes de candidature 700 candidats, 700 artistes qui ont déposé des dossiers pour pouvoir compétir. C'est la première fois que tous les participants et tous les artistes sélectionnés dans le cadre de la compétition officielle l'ont été pour la première fois. Avant, on voyait des artistes qui en étaient à leur énième biennale. Ensuite, au niveau des commissaires qui ont été choisis, la moyenne d'âge des commissaires, c'est entre 40 ans et 50 ans. Avant, la biennale, c'était une affaire de nous dans nous, c'était une affaire africaine. Mais cette année-ci, c'était vraiment la biennale a un cachet mondial et international avec les diasporas africaines qui sont venues, avec des artistes étrangers. Vraiment, ils ont donné un cachet extra. Ensuite, l'autre rupture, c'est par rapport à l'approche genre. Parce que dans les 3 commissaires, une était une femme, et dans les lauréats qui ont remporté des prix, il y a 3 femmes qui ont remporté. Donc, c'est à tout point de vue, c'est une biennale de la rupture de les thématiques et surtout les thématiques. Parce que vous savez, la première thématique portait sur produire le commun. Et c'est là où cette biennale nous a permis de revisiter la matière en soi. Vous savez, je rebondis sur les notions de contemporanéité. Vous avez en Occident, la notion de contemporanéité, c'est une notion d'exclusion, c'est une notion faite de tension, c'est une notion faite d'opposition entre le modernisme et la tradition. Et mieux, ça date depuis longtemps, depuis Platon et les poètes, les philosophes et les poètes, avec le mouvement de la Renaissance et les perspectivistes, avec les modernes et les anciens, le courant impressionniste. Donc, pendant longtemps, en Occident, la notion de la contemporanéité a été une notion de conflit. Alors que chez nous, en Afrique, la contemporanéité est à la fois enracinement et enrichissement. Ça veut dire qu'elle n'est pas opposition, elle est apposition. Nous n'avons pas un problème de tradition morale parce que l'Afrique, en définitive... C'est pourquoi Ndiaga Mbaye avait refusé de répondre à l'animateur Maguette Wade, vous vous rappelez? Oui, je me rappelle, parce que Maguette Wade l'avait posé cette question dans Télévariété, je m'en souviens très bien, et que si Ndiaga Mbaye, je lui rends hommage, si vous deviez choisir entre l'ancienne époque et la nouvelle époque, qu'est-ce que vous allez choisir? Et Ndiaga Mbaye, enfin, philosophe, lui a dit que est-ce qu'il faut déposer les débats en termes de choix? Parce qu'en définitive, si on parle d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait hier. Et si on parle d'hier, nécessairement, on parle d'aujourd'hui. Cela témoigne que nous, en Afrique, la contemporanéité, elle n'est pas une donnée statique, c'est une donnée qui est en mouvement. Et la biennale, à travers son thème, produire le commun, nous a permis de revisiter la contemporanéité qui est mouvement, qui est vraiment dynamisme sur le continent africain. Et l'autre aspect aussi qui fait que la biennale a été une innovation, c'est le thème même des rencontres scientifiques, les métiers des arts visuels. Ça veut dire que de manière inconsciente, dès que vous parlez de métier, l'économie n'est pas très loin de là-bas. Et au moins ça nous a permis de dire aux gars, mais réveillez-vous, on est dans la mondialisation et que le loup est entré dans la bergerie et que ce serait suicidaire de porter les habits de l'agneau. Il faut porter les habits du renard. Je rappelle que Sirissi était notre invité, il est consultant stratégie et intelligence économique. Je rappelle, on a vu ce que vous avez, les idées que vous avez exposées. Vous dites entre autres aussi création des industries culturelles. Vous dites que le tourisme pourrait jouer un rôle important dans la percée dans les marchés culturels. Et puis évidemment, donner la place aux artistes en créant justement, en présentant l'art comme les moyens de gagner des richesses. Ah oui, absolument. Donc ma conviction reste et demeure qu'aujourd'hui, pour le Sénégal et pour l'Afrique de manière globale, le secteur des industries culturelles reste un secteur à forte potentialité économique, à forte profitabilité économique. Et que si nous voulons maintenir ces taux de croissance dans le long terme, et si nous voulons régler une partie du chômage des jeunes de ce continent, je demande aux dirigeants et aux décideurs africains de regarder tout le potentiel et tout ce qu'on peut faire à travers les industries culturelles en Afrique, qui peut nous valoir des satisfactions et qui restent leurs produits et services de l'industrie culturelle, qui restent à ce jour le meilleur produit et le meilleur offre
que l'Afrique positionne à l'heure actuelle sur les marchés mondiaux. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau de l'entretien. C'est moi qui vous remercie, M. Guèye. Nous parler de cette promotion des industries culturelles au Sénégal. Merci bien, M. Guèye. Très bien. Merci. Voilà. Merci, Madame, Mademoiselle, Monsieur, d'avoir donc suivi l'entretien. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro d'entretien. Ce sera un numéro spécial avec comme invité principalement Cheikh Hamidou Kane. Je vous dis tout de suite la série d'entretiens qu'il a donné à Paris par au moins 4 organes d'information parce qu'il avait été invité d'honneur du Salon du Livre africain de Genève et les organisateurs, ceux qui l'ont invité, ont voulu profiter de sa présence et avant qu'il aille à Genève, ils l'ont fait passer par Paris où il a donné une série d'entretiens. C'est justement ces entretiens-là que je vous donnerai en résumé la prochaine fois. Merci d'avoir suivi. Au revoir dans 15 jours.